Michael Anzala et Mathias Augustignac, mais aussi Philippe Bourrier, pour une soirée très exceptionnelle autour de Kubrick et leur création. Ce sera une conversation autour de ces créations absolument exceptionnelles. Et non seulement c'est exceptionnel, mais l'espace même, c'est la première fois que nous l'ouvrons au public tel qu'il est là. Donc on est très heureux de vous avoir. Et ça sera des livres, comme vous avez vu, 2001, ça sera de tout nouveau Shining, et il y aura aussi Napoléon. Et d'ailleurs, je peux juste vous dire que Steve Spielberg, il a juste déclaré que Napoléon sera un film pour HBO, mini-série de 6 épisodes à partir de l'ouvrage que vous voyez ici. Voilà. Donc, on est vraiment très heureux et je vais laisser Philippe Bourrier commencer avec Dios et Michael. Voilà. Très bonne soirée. Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. C'est, je pense, un assez grand moment d'émotion d'être là, pour toutes les raisons que Lou vous a données, et aussi parce que vous avez ces 3 ouvrages monumentaux qui sont sur la même table, et c'est quelque chose d'assez exceptionnel, d'autant que le Napoléon est déjà épuisé, introuvable, et se retrouve maintenant à 3 000 € sur le marché de la deuxième main, hein, alors qu'il était lancé à 500 € en 2009. Et donc, on va parler de ça donc avec nos 2 amis créateurs de ces ouvrages. Et donc, ça a commencé avec Napoléon. Donc, avec ce pari de mettre tout un film qui n'existe pas à l'intérieur d'une boîte. C'est ça. Et donc, on vous a dit, est-ce que ça vous tenterait? C'est quoi? C'est Alison Castle qui vient vous trouver? Alison Castle qui a fait les... Alison Castle, elle avait fait ce magnifique livre voilà. Qui s'est réduit, qui est devenu tout petit, mais quand il est sorti, il était... rectangulaire, merveilleux. Voilà, il était très, très grand et gros, et je me souviens l'avoir acheté et avoir trouvé le livre très intéressant, et il y avait eu un article dans Le Monde qui parlait justement de ce livre, et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, quelqu'un qui essaie de mettre des films dans un livre. Et il s'est trouvé que 2 semaines plus tard, elle nous a appelés, mais enfin, elle ne savait pas qu'on avait acheté le livre, elle ne savait pas qu'on avait lu l'article du Monde, et elle nous a posé la question, elle nous a dit, lorsque j'ai travaillé sur les archives de Kubrick, j'ai trouvé des choses incroyables. C'est toute une série d'archives et des boîtes et beaucoup de documents afférents à un film que Napoléon n'avait jamais réalisé. Que Kubrick n'avait jamais réalisé. Et c'est un film qui parle de la vie de Napoléon. Donc du coup, il y a beaucoup de films sur Napoléon, mais il n'y a pas de film de Kubrick sur Napoléon. Donc, et Kubrick n'aimait aucun des films sur Napoléon. Mais bien sûr. C'est pour ça qu'il voulait faire le sien. C'était ça le... Donc du coup, on s'est dit, et parce qu'on trouvait très étrange l'idée de mettre un film dans un livre, parce qu'il y a 2 choses pour archiver les choses du monde, il y a soit le film, soit le livre. Essayer de combiner les 2, c'est compliqué. Donc là, c'était un peu l'exception qui confirme la règle. Et on s'est dit, donnant la chance à ce film d'exister en le mettant dans un livre. Et on s'est dit, effectivement, ça serait bien de faire comme Kubrick dans son approche cinématographique, c'est-à-dire un film et une boîte dans lequel on peut venir piocher indéfiniment, revoir, recombiner et refaire le film à sa façon pendant des décennies. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a trouvé un livre sur Napoléon, un livre historique sur Napoléon, et on s'est dit, on va cacher toutes les archives qu'on peut récupérer chez Kubrick, et on va les mettre dans ce livre à disposition d'un futur réalisateur. À l'époque, on ne savait pas que la prophétie qui a eu lieu là récemment aurait lieu, et donc du coup, il y a 10 livres
Et les 10 livres sont les 10 ingrédients principaux qui permettent à un réalisateur en herbe ou un réalisateur confirmé, comme c'est le cas de Spielberg, de pouvoir réaliser le film. Parce que effectivement, quand Kubrick travaillait sur un film, c'était un travail très minutieux de documentation, de construction d'une architecture immatérielle pour que tout d'un coup le film existe en tant que tel. Donc du coup, sur Kubrick, il y avait de nombreuses archives. À la différence du Shining ou de 2001, où d'une certaine manière, les archives après que le film a été réalisé sont dispersées et elles disparaissent. Sauf qu'avec le temps, elles remontent à la surface. Voilà. L'idée, c'est que chaque livre, il y a 10 livres, et chaque livre représente une étape. C'est-à-dire qu'il y a évidemment le livre avec le scénario, mais il y a aussi un livre avec tous les échanges qu'a eu Kubrick avec Markham, qui était un spécialiste de Napoléon, avec qui il a échangé pendant des années avant d'écrire le scénario. Vous voyez là, quand il a envoyé ses assistants dans toute l'Europe pour aller chercher des documents qui existaient, qui avaient trait à Napoléon, pour avoir une encyclopédie de ce qui existe sur Napoléon. En fait, ce livre-là condense et présente une partie d'une banque d'images qu'il avait créée, qui est absolument hallucinante et qui était sous la forme d'un classeur à tiroirs, dans lequel il avait créé une base de données où il y avait des clés d'entrée par époque, enfin par une chronologie, par personnage, par faits historiques. Il y avait tout un système de codes de couleurs, et qui était comme une espèce de... Voilà, et ça complète voilà. avec... Alors, absolument. Et ceux qui ont eu la chance d'aller voir l'expo Kubrick à la Cinémathèque, ce meuble était exposé. Voilà. Et donc là, c'est le complément, ce livre-ci, et le complément de celui-là, là c'est les fiches, voilà. Là c'est les documents, visuels. C'est un pré-Google. C'est un Google. C'est-à-dire que c'est Kubrick. Voilà. C'est-à-dire que Kubrick se fabrique sur Google. C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire qu'il veut avoir. Il est dans son manoir et il veut avoir tout ce qu'il faut sur Napoléon. Exactement. À portée de main. Et puis c'est quelqu'un qui voyage peu, enfin qui voyage beaucoup dans sa tête, mais qui a des émissaires et qui envoie les gens à travers le monde rechercher sur Kubrick. L'anecdote sur Napoléon. L'anecdote, par exemple, le tampon ici qu'on voit, c'est un tampon qui avait été fait par Andrew Birkin, le frère de Jane Birkin, parce qu'à l'époque il est assistant Depuis 2001, il est assistant de Kubrick. Et donc Kubrick l'a envoyé photographier de par le monde les endroits qu'a traversé, ou possiblement traversé par Napoléon. Du coup, il y a un livre de repérage. Voilà. Il y a un livre de repérage, comme il y a un livre de costume. Alors le livre de costume en lui-même aussi est très intéressant parce que on voit, c'est des photos qui sont très domestiques, c'est-à-dire que on voit Kubrick photographier ses enfants aussi, c'est les gens qui travaillent avec lui dans son manoir, son chauffeur, des amis, et il teste la qualité optique des costumes. Alors comme il se pose déjà des questions de production et qu'il va sans doute dépasser le budget qui lui est alloué, il commence à même tester des costumes en papier. Comme ça, il commence à tester à partir de quelle distance un costume en papier ou en tissu, il n'y a pas de différence. En profondeur de champ, vous comprenez, parce que c'est évidemment... Donc ici, on voit ces filles qui tiennent un petit panneau, une petite pancarte sur laquelle est écrit la lentille avec laquelle il fait la photographie, pour savoir avec quelle focale le papier ne sera plus reconnaissable comme du papier, mais pourra être interprété comme un costume d'époque. Il s'est trouvé aussi il y avait des cartons aussi dans lesquels on a pu parcourir ou qu'on a pu ouvrir et regarder. Et là, c'est une espèce de synopsis visuel ou déjà des notes d'intention avec des images trouvées qui sont les reproductions de la vie ou à l'époque de Napoléon. Et c'est assez intéressant parce que c'est des choses auxquelles on a rarement accès. On est au tout début du travail de mise en forme d'un film. Donc ça, c'est pour ça que à la fin, c'était pour nous très intéressant d'essayer de répondre à cette question impossible qui est de mettre un film dans un livre.
autant mettre un livre dans un film, c'est facile parce que c'est plus, on peut allonger, mais là, en fait, coincer un film dans un livre, c'est plus compliqué. C'était une grande émotion parce que c'est vrai que ça a permis peut-être à un cinéaste de s'emparer du projet, ce qui sera sans doute le cas de Spielberg, mais pour nous, spectateurs cinéphiles kubrickiens, qui avons suivi à travers des interviews le feuilleton de cette non-fabrication de 2001, et ben ça nous permettait d'avoir accès Napoléon, non c'est juste après 2001, c'est juste après 2001, d'avoir accès à ce qu'aurait pu être le film. On a l'ombre du film, on a la... C'est exactement ça, et ça je pense que c'est un des rares cas historiques où on peut être effectivement dans l'ombre d'un film. Alors maintenant que Spielberg va le réaliser, du coup, ça va prendre encore une autre tournure parce que tout d'un coup, on va pouvoir voir ce que de nombreux d'entre nous ont essayé de se configurer ou préfigurer. Donc ça, c'est assez beau comme... Ce qui était déjà un peu le cas avec AI, intelligence artificielle, où on avait déjà dans le Kubrick, les archives, on avait des documents avant de voir le film de Spielberg, puisque c'était déjà Spielberg qui s'est emparé d'un projet. Pour AI, il y avait aussi une histoire folle, c'est qu'il a payé pendant très longtemps Chris Cunningham il avait posé comme question à Chris Cunningham. Chris Cunningham, c'est un réalisateur de vidéos qui avait fait la vidéo de Björk, All Is Full of Love, avec deux robots qui s'embrassent. Et donc Kubrick avait vu ce clip et il s'était dit, c'est la seule personne à qui je peux demander l'impossible, c'est-à-dire de faire un robot qui soit à visage humain. Donc il a pendant très longtemps payé Chris Cunningham pour qu'il vienne et fasse des recherches autour de cette question impossible de créer un robot à visage humain. Bon, visiblement, il n'a pas réussi, mais... Il faut arriver à la conclusion qu'il n'y arriverait pas. Voilà, c'est ça. Donc après, ça n'a pas empêché, effectivement, Spielberg, qui est un peu comme un descendant de Kubrick, mais version américaine, mais de dire, chez Spielberg, il y a aussi cette alternance de films historiques et de fiction. Un peu comme chez Kubrick, qui alterne des films historiques, fiction ou alors films de genre. Donc du coup, c'est ça qui était intéressant, c'était qu'effectivement Spielberg a pris tout ce qu'il y avait en possession pour fabriquer un nouveau film qui était AI et a fait le AI qu'on connaît. Et à partir de quel moment dans la production ça s'est arrêté du coup? Parce qu'il y a le scénario, il y a la recherche, toute la partie recherche. En fait, dans le cadre de quoi? De AI? De Napoléon. Non, pour Napoléon. Pour Napoléon, la production... Personnellement, ils se sont dit on le fait pas. Ils se sont dit on le fait pas parce que je crois qu'il y a eu plus de 25 ans de recherche et d'établissement du projet de la part de Kubrick. Il arrive très très près de la fin et au moment où la production doit être lancée par le studio, est annoncé un film concurrent sur le même sujet, dont j'ai oublié le titre, je ne sais plus c'est quel film, mais qui fait que le studio décide de ne pas le faire, en fait. Et à ce moment-là, Kubrick décide de prendre tout son travail et de le mettre de côté en disant tant pis. C'est une histoire qui a duré longtemps, en fait, ce travail de rassembler, peu à peu retravailler, c'est vraiment une longue période, ça s'écoule sur une longue période de temps. Là, il faisait des films, quoi. Bien sûr. Parce qu'en fait, il a travaillé, je crois, pendant 2 ou 3 ans, juste après 2001, et puis après, il abandonne pour faire Orange Mécanique, et il y revient régulièrement. Mais je pense qu'en fait, à aucun moment, je crois qu'il a été très content du studio qui ne suive pas, parce qu'il n'avait pas, pas réglé la question de la durée. Il était confronté à la question de la durée et puis pour les acteurs il n'était pas satisfait parce que les acteurs qui lui plaisaient évidemment en 70 c'était plus possible de les prendre plus tard parce qu'ils avaient trop vieilli et voilà et cette histoire est arrivée aussi avec Ariane Peppers quand il a appris que Spielberg fait la liste de Schindler, il a abandonné son projet d'Ariane Peppers parce qu'il y avait toujours cette idée de je ne veux pas me mettre en concurrence. Et vous, messieurs, ce qui est formidable, c'est que donc vous avez imaginé un livre, et un livre à l'intérieur duquel il y a des livres, et donc l'idée, le concept pour vous, le Napoléon, puisque le film n'a pas encore existé, ben, voilà, vous avez fait un livre du film. Et après le succès de cette entreprise,
on est venu vous proposer de faire un deuxième Kubrick qui était 2001. Et alors là, on vous dit alors, c'est quoi votre concept? Et on va pas refaire un livre, en plus ce serait assez malvenu, parce que justement à l'origine de 2001, il n'y a pas de livre, il n'y a qu'une nouvelle de 10 pages. Voilà. Donc, alors, comment vous vous dites Surtout que ce livre republie un livre qui a un texte qui existe déjà, donc il y a très peu de matière nouvelle. C'est-à-dire que ce livre-ci, qui est le livre principal, le livre de Pierce Gordy, était déjà sorti chez un autre éditeur. Le texte était déjà sorti chez un autre éditeur. Et donc là, tout le travail, c'est le vôtre. Ah ben là, oui, là on a en fait, on a fait beaucoup de design graphique en fait. On a augmenté c'est pas la pauvreté, mais on a augmenté le peu de documentation ou le fait que, comme je disais tout à l'heure, une fois que le film est fait, il reste peu de choses plus que le film. Mais on a, comme de façon extrême, et c'est là où vous pouvez le voir, comme c'était un film qui était tourné en 70 mm. 70 mm. Donc on a fait un livre très long, le plus long possible, c'est-à-dire aussi long que la pellicule. Donc ça c'est un livre d'images où il y a tout, on peut plan par plan, oui. Oui, voilà, on peut revoir le film en feuilletant les pages. Sans un mot. Voilà, il n'y a rien qui est dit parce que déjà dans le film il y a peu de dialogue, hein. C'est un film très visuel et c'était aussi la volonté de Kubrick. Et après ce qu'on s'est dit, il faut faire le contrepoint, c'est le livre le plus haut du monde. Donc du coup, ce qui est très embêtant quand on fait un livre très haut, c'est qu'on ne peut pas montrer des grandes images, sauf qu'on s'est dit, en feuilletant un livre chez Taschen, il y avait un livre sur Klimt qui avait beaucoup de pages qui se repliaient sur elles-mêmes. Donc on s'est dit, pour prendre autant de temps à regarder les pages du livre, on va replier et déplier les pages de façon infinie, quoi. Donc on prend autant de temps à tourner les pages du livre qu'à regarder le film, quoi. Il faut au moins 2 heures pour tourner toutes ces pages. C'est presque le temps du film et voilà. Du coup c'est hyper excitant. Voilà. C'est hyper excitant quand on adore le film, on est chez nous et voilà, donc c'est une autre manière de la voir, le film. Donc du coup je déplie le temps du film dans le livre qui au départ est très très long mais finit par être très 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 large. Donc ça c'était c'était les trucs qu'on avait trouvés et qui au bout du compte fonctionnaient bien parce qu'ils finissaient par se retrouver dans le monolithe noir qui se trouve dans le film. Donc l'idée c'est de reproduire un monolithe et la boîte elle-même est une sorte de monolithe. La boîte c'est plus, là ça devient un ordinateur, un computer on va dire. Comme était Hal. Comme Hal, donc c'est un computer hyper puissant qui contient 2 livres, un livre très vertical et un livre très horizontal, et qui est dans une magnifique boîte. Et alors, regardez, l'idée c'est que on met pas de titre, on met des photos pour regarder le titre. Des peintures. Des peintures. Alors, moi je croyais des photos, des peintures. Non, l'histoire est belle. C'est-à-dire que ces photos qui en fait sont très mystérieuses, mais elles délivrent le mystère du titre du film. Parce qu'il y a un 2, un 0, un 0 et un 1, 2001. Voilà. Donc avec 4 moments clés du film. Exactement, 4 moments clés du film. Mais surtout, c'est pas des photos, mais c'est un illustrateur de science-fiction qui fait encore des illustrations à la gouache très traditionnelles, qu'on a d'un certain âge, qu'on a retrouvé, à qui on a commandité. Et c'est donc vous qui avez commandité. Voilà. Et donc vous lui avez donné une indication très précise des 4 moments. On lui a donné un montage très très précis de l'objet. Ouais. Et alors, si on veut aller loin, parce que c'est des ouvrages qui sont ciselés, il y a sur cette couverture-là imprimé des signes mystérieux. Oui, voilà. Mais oui, parce que c'est mystérieux, parce que c'est différent là, et là, donc il y a les 4. Oui. Et je vous rappelle que 2001 est en 4 parties. Exactement. Donc c'est les 4 reflets du film dans l'œil de Hal. Voilà.
Donc, vous voyez, ce qui est formidable, c'est qu'on n'en finit pas, c'est des livres. Alors, et parce que vous êtes modeste quand vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de documents. Parce que Non, voilà. là, il y a un document totalement exceptionnel. C'est-à-dire que là, vous avez le scénario de 2001 en 1965. Quand le film s'appelle pas 2001, mais Journée into the Stars. C'est-à-dire que ce scénario-là, vous ne le connaissez pas. C'est pas le film, c'est autre chose. Et il y a ce fameux prologue. Vous savez qu'il y a un prologue qui était pour la première journée de projection, donc ceux d'entre vous qui n'étaient pas en 68 à voir le film aux États-Unis, et je pense un certain nombre ici, n'ont pas vu ces images. Et personne ne les a vues, elles ne sont pas sur aucun DVD, aucun Blu-ray et tout ça. Et vous-même avez dit que vous les aviez, Non, jamais. vous n'avez même pas pu Mais dire, vous allez voir. Et donc là, en ben, vous en 67. avez le scénario. Exactement. Et c'est donc une pièce maîtresse dans la connaissance de 2001. Exactement. Livres tout aussi exceptionnels qui sont les notes de production sur ce scénario de 65. Après, ce qui est intéressant, c'est que les couvertures de ces livres sont des styles du film. Et on retrouve aussi ce mystérieux signe, le reflet du film dans l'œil de Hal, quoi. Voilà. Donc ça c'est un ouvrage qui est sorti à 1250 €. Ouais. Exactement. Et il en reste encore mystérieusement un tout petit nombre. Ouais. Et il y a aussi, vous êtes amusé quand même à ça, à reproduire voilà, ce MAD. Voilà. C'était à Pierce. C'est qu'il avait comme. Alors Pierce, c'est l'auteur du livre. Voilà, du livre. Pierce Bisoni. Voilà. Pierce Bisoni, voilà. Qui a un féru de 2001. Voilà. Ce qui est intéressant, puisque là, que ce soit 2001, que ce soit Shining, sont des films qui existent, donc il y a tout un travail d'exploitation des archives qui est fait par des gens qui sont des fous du film, qui sont des maniaques obsessionnels, Ouais. qui ont vécu toute leur vie avec les films et qui, en ayant accès aux images, aux archives, pour eux c'est très lumineux et donc ils peuvent reconstituer pas à pas ce qu'a été la création. Vous savez, quand Criterion, l'éditeur de DVD Blu-ray, a lancé sa collection, il a dit ce sera dans une boîte un film et une leçon de cinéma. Mais c'est une leçon de cinéma, les Criterion, parce qu'il y a une analyse des films. Là, c'est la même chose. Ces livres, c'est dans une boîte, il y a un film et une leçon de cinéma, mais c'est pas une leçon de cinéma, une leçon d'analyse filmique, c'est une leçon de comment on fait un film. Exactement. Comment Kubrick a fait ses films. Parce qu'on va en arriver maintenant à ce qui nous réunit ce soir, qui est notre actualité, qui est la sortie du Shining, même si les autres, c'est encore l'actualité, ils sont toujours en vente. Et là, messieurs, vous allez pouvoir posséder à ce qu'on voit sur Internet, mais là, en live, c'est tellement mieux, le unboxing de Shining. Alors là, attention. Hein. Alors, peut-être pourriez-vous nous parler de cette couverture sur la boîte qui est très mystérieuse. Déjà, oui, c'est très bien. Donc déjà, ce qu'on voulait pour le Shining, c'est pareil. C'est l'idée de la leçon de cinéma ou l'idée de la boîte qui s'ouvre et qui se met à lâcher toutes ses effluves. C'est le contraire de la time capsule de Warhol, c'est-à-dire qu'elle reste fermée pour toujours. Là, l'idée, c'est qu'il faut vraiment que le unboxing ait lieu. Alors, ce qu'on voulait pour le Shining, déjà, c'est que la boîte, on voulait qu'elle ressemble à une boîte de jouets qu'on peut trouver lorsqu'on voyage ou qu'on voyageait et qu'on s'arrête à une station essence, à l'époque où les voitures étaient encore à l'essence, et qu'on descend boire un café, et que quand on est enfant, on a toujours envie d'acheter un jouet. Mais ce jouet est toujours un peu maléfique, donc il y a un peu du Gremlins un peu. Donc on venait citer Joe Dante, et donc là, c'est qu'il y a cette boîte jaune qui ressemble à une boîte de jeu, et qui va délivrer son maléfice en fait. Donc du coup sur la couverture de la boîte, on revient faire, et ce qu'on fait à chaque fois, c'est un poster, non pas du film, mais un poster ou une affiche du livre. Donc là, on se remet dans la situation qu'avait vécu Saul Bass, sauf qu'on est libéré
l'intensité volontaire de Kubrick, c'est-à-dire qu'on peut faire l'affiche sans que Kubrick vienne nous répéter plusieurs fois que l'affiche n'est pas suffisamment à l'échelle de son film. Donc du coup, c'est plus simple pour nous parce que ce qu'on fait, on en sera content et Kubrick ne sera pas là pour nous dire ça ne va pas. Donc ce qu'on a imaginé, c'est une typographie de Shining qui viennent déjà parler de la fin du film, qui est le labyrinthe à la fin dans lequel se trouve enfermé Jack Nicholson, et on le retrouve congelé à l'intérieur du labyrinthe. Après, ce qu'on retrouve aussi, c'est les feuilles du tapuscrit que Jack Nicholson passe son temps à écrire dans le film. Donc ils deviennent un peu le décor, ou en tout cas l'élément un peu phare de l'affiche. Et ils sont posés sur les pages, ou la couverture d'un livre dont on lit le liseré un peu marron, qui pourrait suggérer la présence du scrapbook. Et après, il y a une page bleutée qui est soit une page congelée à l'intérieur du labyrinthe, ou alors une des pages de ce scénario qui se trouve à l'intérieur de la boîte ou dans lequel se trouvaient qui est en fait le scénario qui est le scénario dit prêt à tourner, c'est-à-dire que c'est le scénario qui a été amené sur le tournage pour... Mais pas par n'importe qui. Voilà. C'est le scénario de June Randall. June Randall, si vous vous souvenez bien du générique, c'est la script. Donc, elle fait son boulot de script. C'est-à-dire que sur un tournage, plusieurs personnes ont un exemplaire du scénario de tournage, mais la script, elle a le sien, et dedans, elle consigne tout ce qui va être rajouté sur le plateau. Et il y a beaucoup de choses, parce que vous savez que les tournages de Kubrick sont très longs, on fait des 40 scènes, 60 scènes, et du coup, les acteurs vont faire des dialogues supplémentaires, donc ces dialogues sont consignés là. Pour la continuité, elle fait des polaroïdes. C'est le boulot de la script de faire des polaroïdes pour être sûr que quand on va revenir sur la scène, il y ait les mêmes mégots dans le cendrier, etc. Les polaroïdes, ils sont là, c'est-à-dire que là, vous avez un document qui n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire que c'est le scénario de tournage, c'est pas du tout un numéro de l'avant-scène d'après le film. C'est le scénario de tournage avec des rayures. Ça c'est abandonné, mais il y a des rayures, mais nous on peut le lire à travers les rayures. Et puis, vous voyez comment toutes les pages sont annotées, et il y a des photos. Diane Johnson, la scénariste, qui était avec nous ce soir. Vous êtes toujours là, Diane? Et tout à l'heure, c'était une grande émotion de voir son scénario comme ça, annoté par la script. Voilà, c'est... Elle est là, elle est assise là-bas, c'est ça? Peut-être. Bon, on peut l'applaudir. Et donc... oui. Il y avait peut-être faisons la scène. J'étais absorbée. Bah oui, mais qu'on vous voit et qu'on puisse vous photographier avec ce formidable scénario dont vous êtes co-auteur. Il y a un entretien de Diane Johnson dans le livre de Michel Simon, le dernier livre sur Kubrick, où elle raconte que prudemment vous aviez refusé d'habiter dans le manoir de Kubrick, vous avez préféré prendre un hôtel à Londres. Quelqu'un m'a prévenu, Terry Southern disait surtout n'habite pas chez les Kubrick. Il va vous prendre tout le temps. Donc j'avais un appartement à Londres. Alors pourquoi le scrapbook? Pourquoi ce livre est la pièce maîtresse de cette boîte de jouets maléfique? Parce que justement, quand on discutait avec Leon Krisch, qui est l'auteur, voilà, c'est ça, avec Rinsler, du livre Making of. Exactement. Auquel on reviendra tout à l'heure. Donc Leon Krisch,
la fabrication de ce livre, déjà, elle a pris 8 ans. Ça a pris énormément de temps. Donc, Lee Unkrich nous avait été présenté par Alison Castle. On a rencontré Lee Unkrich à Los Angeles. Et en discutant avec lui, on a commencé à parler de comment penser et concevoir ce livre. Mais il y avait une scène dans le film du Shining où Jack Nicholson feuilletait le scrapbook de l'hôtel, qui était en fait avec les coupures. Mais cette scène n'a pas été coupée. Elle a été coupée au montage. Et elle n'est pas disponible dans les scènes coupées. Voilà. Donc on peut pas voir cette scène. Oui. On savait qu'elle existait. Mais on trouvait. Il existait, oui, c'était tourné. Et donc ça avait été tourné. Donc nous, ce qu'on s'est dit, ça serait beau que cette coupure ou cette ellipse volontaire, nous, on vienne rajouter dans l'acte de faire un livre, de dire rajoutons cette scène qui n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'on a tenu dur comme fer en disant il faut absolument republier le scrapbook puisqu'il n'a pas été vu au montage, au moins qu'il soit vu par les gens qui achèteront le livre. Et c'est totalement bouleversant parce qu'on voit le travail de Kubrick, ce sont des fausses coupures de journaux sur l'histoire de cet hôtel. C'est là où je dis maléfique. C'est là où je dis maléfique parce que ça c'est une œuvre de Lee Unkrich, c'est-à-dire que Lee Unkrich en fait a recréé de mémoire, parce que le scrapbook a disparu, il a recréé de mémoire, donc c'est sa propre version du scrapbook qui n'existe plus et qui n'a pas été tourné. Donc là on parle vraiment d'une œuvre de fiction. Donc c'est là où c'est vraiment un film, un livre terrifiant, parce que justement ça n'a jamais existé et ce n'est que sorti du cerveau complexe de Lee Unkrich. Alors Lee Unkrich, vous le connaissez tous, c'est le réalisateur de Toy Story 3 de Coco, donc c'est un très grand réalisateur de Pixar, qui à 8 ans va voir Shining avec sa mère au cinéma et qui devient complètement fou du film et qui va passer sa vie dans le film, autour du film, et quand il se lance là-dedans, il décide d'aller voir tous les gens vivants, tous les gens encore vivants, et ceux qui sont morts, il va voir leur famille. Et dans les films, on retrouve plein de petits easter eggs ou des petits clins d'œil dans les films, dans Toy Story 3. Dans évidemment. Coco, il y a la hache qu'on voit dans Coco, etc. Il y a plein de petits on voit un expert. Et du coup, on a posé la question à Lee de savoir pourquoi est-ce qu'il faisait de l'animation, puisqu'il était tellement obsédé par cette manière de faire du cinéma, comment il était arrivé à faire de l'animation. Et sa réponse était très simple et très belle. Il disait je peux absolument tout contrôler. Et je peux contrôler le moindre décor, la moindre expression, rien n'est laissé au hasard. Et en fait, c'est là où il devient lui-même très kubrickien et où on retrouve effectivement cette obsession de l'obsession. Donc, le début du scrapbook, c'est en fait une espèce de scrapbook qui peu à peu perd sa vertu d'être le scrapbook et peu à peu les images disparaissent et ne restent que les traces des images qui étaient collées dans ce scrapbook. Donc il est lui aussi amené à disparaître. Et donc après que cette séquence, comme c'est une title sequence du livre, elle est construite un peu comme ça, comme un générique du livre, on a accès à des photographies, comme le disait très justement Philippe, c'est des photographies que Lee est allé chercher partout où il pouvait trouver des images qui n'avaient jamais été publiées. Les parents de Danny Lloyd qui viennent sur le plateau, qui photographient leur fils. Ouais, exactement. Avec Nicholson dans les décors. Eux-mêmes qui se mettent dans la chambre 237, dans la salle de bain. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est un puits d'informations parce que c'est des images qui n'ont jamais été vues. Il y en a quelques-unes qu'on connaît, mais pour la plupart, c'est des images inédites. Alors, donc, quand vous connaissez Kubrick, quand vous connaissez Shining depuis 80, que cet hôtel, vous en connaissez, j'allais dire les moindres détails, parce que vous avez vu et revu le film, tout d'un coup, ces images inédites, c'est comme si on ouvrait des nouvelles pièces de l'Overlook. Et je vous promets que quand vous regarderez ça,
vous aurez une émotion. Hein. Il se passe quelque chose. Enfin, je veux dire, c'est autre chose que de voir un livre de documentation. Ça vient nous prendre en plein cœur parce que c'est un film avec lequel on a vécu, même si on n'est pas fou obsédé au point de Limcrich, c'est quand même un film qui nous a tous marqués émotionnellement. Et du coup, ce livre nous permet d'accéder à des espaces, de tout d'un coup, c'est libéré des moments où, quand j'ai vu le film la première fois, il y a un effet Madeleine inouï. Ça devient très sentimental. Alors, c'est pas sentimentaliste, mais tout d'un coup, chez Kubrick, où tout est retenu et tout est toujours à l'os, là, tout d'un coup, après le temps que... c'est pour ça que je dis que les souvenirs remontent à la surface, ça devient beaucoup plus sentimental et effectivement très troublant, très... C'est vrai qu'il y a des images qu'on peut regarder, les larmes montent aux yeux parce que tout d'un coup on est touché et qu'on voit que derrière ce film très millimétré, il y avait une vie entière qui avait fabriqué cette œuvre. Pour les autres, pas pour moi. Ah, peut-être, voilà. Donc c'est bien d'avoir... C'est dommage, je n'ai pas le plaisir d'être surprise, oui. Ah, ben c'est bien de voir ça. C'est dommage. Et pourquoi vous n'êtes pas surprise alors? Parce que j'ai vu toutes les choses. Toutes les choses, oui. Le processus. Et ça devait être très compliqué, non, le process? Non, c'était assez normal pour un film. Il y a le film, le set, le overlook, mais derrière l'overlook, les planches et... Bah oui. Oui, parce qu'évidemment, l'overlook a été totalement créé. Oui. Et donc, il y a ce scrapbook merveilleux. Et puis alors, du coup, il y a quand même la pièce très forte aussi, c'est ce livre. Alors, pourquoi vous avez choisi ce rouge, ce cuir rouge, très élégant, très beau? Alors, c'est pas du cuir, hein. C'est du plastique. Là, je ne connais rien, mais bon. Non, mais l'idée c'était de faire... quand on va dans des hôtels, de ce type d'hôtel, aux États-Unis, dans les tiroirs à droite, il y a toujours une Bible. Oui. Et donc... Oui, un peu plus français peut-être. C'est bleu, mais là c'était rouge parce que il est resté devant l'ascenseur. Donc, il y a eu des éclaboussures. Donc du coup, c'est devenu en fait, là il y avait le scrapbook de l'hôtel, et ça c'était la Bible dans le tiroir. Et on se disait que pour un film qui parle des fois de l'au-delà, c'était pas mal, et d'un hôtel, c'était pas mal de requalifier ce type d'ouvrage. Alors là, c'est l'ouvrage, donc le fruit d'une vie de travail, qui recrée toute la genèse. Il vous raconte comment Kubrick est tombé sur le manuscrit de Stephen King, comment tout a commencé. Voilà. Tout est documenté étape par étape, avec là encore des documents inédits. Enfin, je veux dire, c'est une somme. Et donc, il l'a écrit avec un autre co-auteur. Qui s'appelle Rinzer, qui avait fait déjà des making-of. Il a fait Star Wars, il a fait Indiana Jones. Donc lui avait l'habitude de ce genre d'écriture, et puis l'autre a fait l'enquête, avait la documentation. Quand on parle de Bible, c'est formellement, mais aussi c'était vraiment... c'était ça qui était intéressant, c'est ce que nous a posé, la question que vous avez posée Limcrich, c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas trop de texte pour un livre chez Taschen? Et on lui avait dit, je pense que c'est bien que pour cet ouvrage, justement, ça soit à l'opposé des livres publiés chez Taschen en général, c'est qu'il y ait énormément de textes, donc beaucoup à lire. Et du coup, c'était effectivement... oui, voilà. Et donc c'est une vraie, c'est une mine, quoi. C'est une Bible. C'est comme une Bible, voilà. Et alors, c'est une Bible illustrée. Donc bon, après, c'est là où on va dire que ça peut être compliqué, voilà. Mais voilà. Donc après, il y a ce livre extraordinaire. C'est les travaux. Voilà, c'est les travaux c'est ce que je racontais tout à l'heure. C'était la complexité qu'a eu Saul Bass
à fabriquer l'affiche du film. Autant nous, l'affiche du livre, même si on a été censuré, parce qu'au départ il devait y avoir le portrait dessiné de Jack Nicholson, prisonnier de son propre livre. Mais bon, donc on a fait deux affiches différentes. Là, on voit que Saul Bass, qui est un très grand designer, graphic designer américain, Hitchcock, hein, c'est un des plus grands qui a fait des génériques. Psychose, Voilà. me retrousse, Vertigo, hein, c'est 3 génériques. Qui a fait même des génériques pour Scorsese, qui a fait quelques films. Spartacus, il a fait Spartacus. Voilà. Donc on parle d'un très grand homme du Cygne. Et là, on voit dans ce livre qui fait plus de 64 pages, qu'il a été mis à rude épreuve pour trouver la bonne affiche qui devait correspondre, qui devait être le film, la parfaite. Mais il explique bien dans Oui. la préface hein, que c'est déraisonnable, mais que le côté déraisonnable, c'est de là que peut naître l'art. Exactement, voilà. Et donc il y a tout, et pour finalement arriver à une photo, à une affiche avec l'affiche de Nicholson derrière la porte de la salle de bain. Hein. C'est un peu, voilà, Parce que cette affiche-là, en fait, quand le film a été un échec à sa sortie, ils ont abandonné cette affiche-là. Exactement. Pour l'Europe, on a eu l'affiche où on voit Nicholson, une nouvelle vague de terreur balaye l'Amérique et tout ça. Alors, et tout le boulot de Saul Bass, on l'a découvert nous en France après coup. bien après, oui. Donc il a beaucoup travaillé et voilà. Et alors il y a un autre livre de croquis assez merveilleux qui lui est signé Roy Walker. Roy Walker, c'est le décorateur du film. Et donc c'est ses premiers croquis pour l'Overlook. Donc ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est dans cette idée de mettre une couverture graphique autour du projet, comme à chaque fois de structurer le territoire du livre et non pas du film, pour pas créer la confusion. C'est pour ça qu'il y a un nouveau branding ou un logo qui est celui du livre et pas du film, justement, et qu'il n'y ait pas de confusion. On ne peut pas dire que c'est un film-livre ou un livre-film. Donc du coup, toutes les choses qui sont publiées autour de ces deux ouvrages principaux sont toujours marquées du sceau du titre Labyrinthe. À part, bien sûr, cet ouvrage, parce que c'est l'ouvrage qui appartient à la fois au livre et au film. Et donc le scénario original dont vous vous êtes inspiré pour faire le facsimilé, il était comme ça, abîmé. Voilà, exactement. Vous avez retrouvé. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de recréer, alors jusqu'avec les limites de la technique, c'est d'essayer de faire ce qu'on dit dans la peinture classique, c'est un trompe-l'œil. C'est-à-dire que là, quand on s'approche et on le touche, on se rend compte qu'on a l'impression qu'il y a du scotch qui a été enlevé, défait, et donc il est le plus vrai possible. Il avait cette taille-là aussi. Il est à l'identique de Scrapbook. Je peux affirmer qu'il est à l'identique parce que je n'ai pas le vrai Scrapbook pour faire la... Mais donc je peux aujourd'hui déclarer que ça c'est la vraie taille du Scrapbook. Cette Bible n'était pas dans l'hôtel, donc effectivement c'est là où on s'évade du côté de la fiction. Après, les feuilles, les tapuscrits qui étaient... Alors, moi j'aimerais savoir qui a eu l'idée de reproduire pour cet ouvrage le tapuscrit. C'est vous? C'est vous deux? C'était, on va dire que c'était tous les trois. C'était, enfin avec Lee, c'était que je pense qu'il y a un moment quand les deux pièces principales de l'ouvrage, c'est ce livre de photos et c'est cette Bible. Et après, ils se sont rajoutés des satellites et on s'est dit, ça serait bien qu'il y ait une boîte souvenir, une boîte d'archives. Et on se souvient que dans le film, il y a une boîte. Pardon? C'est en work in Yes. Donc du coup, la boîte qui sert à mettre le papier pour écrire le roman, en fait, sert aussi de boîte pour ranger toutes les archives. C'est pour ça qu'on s'est dit, le format qu'on donnerait à la boîte dans lequel on mettrait tout ce qui était satellite serait en fait
la boîte dans laquelle étaient rangés tous les tapuscrits de Jack Nicholson dans le film. Alors vous vous souvenez que ce tapuscrit est inouï parce que quand on le découvre, tout comme le personnage de Shelley Duvall, il y a la même phrase. Vous pouvez nous la dire. Voilà, qui est écrit de manière folle, mais évidemment, au moment du tournage, il n'y a pas d'ordinateur. Donc c'est la secrétaire de Kubrick, et on voit dans le livre, il y a une photo où elle doit taper toutes les pages, une par une, et puis remettre en forme. C'est un travail de inouï. Ah ben oui, et alors vous avez fait quoi? Vous avez photocopié ces pages? On les a toutes tapées à la machine. Mais est-ce que c'est les mêmes ou est-ce que c'est... Oui, alors on va vérifier est-ce que c'est les mêmes? Je pense, enfin, connaissant la précision de Lee, je pense que c'est les mêmes. Est-ce que vous voulez vérifier? Parce qu'ils sont toutes différentes. Voilà, là, il y en a 110, hein, je les ai comptés. Alors après, bon, là, je vais continuer l'unboxing de façon plus outrageuse, c'est-à-dire toutes ces feuilles, elles sont toutes, on parle de pièces uniques à chaque fois. Hein. C'est pas comme si on avait toutes... Napoléon, il y avait 10 livres dedans, là vous avez 110 livres. 110 pièces uniques, 110 pièces uniques, voilà, exactement. Voilà. Donc... c'est pour ça qu'on en revient au tout début de la conversation, c'est pour ça qu'on s'est dit ça serait bien de poser au-dessus de la boîte ce qui se trouve au cœur de la boîte. Voilà. Et ces papiers sont déjà un labyrinthe et il faut condenser ça dans un titre labyrinthique qui est écrit The Shining. Et qui est en noir et rouge parce que voilà, il y a un moment où ça tourne au drame dans ce film. Et voilà, il y a un dernier petit booklet qui en fait, là aussi c'est la reproduction. C'est sur le tournage. Alors moi j'étais pas sur le tournage, hein, mais il y avait un... C'est Tom Smith, le maquilleur du film, maquilleur des effets spéciaux. Hein. Et donc il avait visiblement un carnet de croquis et donc il a dessiné... les acteurs, les quelques scènes du film, il passait son temps, il le voyait sur le plateau en train de faire des croquis. Et à la fin du tournage, il a offert une reproduction de tous ces croquis à tous les membres de l'équipe et les acteurs. Et c'est cet objet voilà, que vous avez reproduit, voilà, qui est reproduit ici. À l'identique et qui est glissé là. C'est un truc qu'on n'avait jamais vu, hein. Ouais, ça je le confirme. Vendu séparément. Ah non. Non mais c'est ça l'astuce. C'est-à-dire que, vous comprenez Diane, cet objet est un concept. Ouais. Donc on ne peut pas tout d'un coup marchander, moi je prends le scénario, moi je prends les caricatures. Non. C'est l'ensemble. Après c'est un livre qui peut s'acheter à plusieurs. Et ça ne nous regarde pas. Mais ça, voilà, on ne veut pas rentrer dans ce genre de combine ou en tout cas de partage, mais c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Donc ce qu'il faut dire, c'est que là, le livre, il est en vente. Vous pouvez tous les deux le dédicacer, et même Diane peut peut-être dédicacer son scénario. Bien sûr. Voilà, c'est 1 500 € ce soir, et je pense que la semaine prochaine, ce sera bien plus, parce que là, il y a 1000 exemplaires monde. Il y a 1000 exemplaires monde. Ce soir, la moitié ont été vendus. Et demain, il y a un événement aux États-Unis avec une criche. Avec le bagou d'une criche, là. Et c'est payant, donc on sait combien de gens vont être là. Il y en a 700 qui ont pris leur place. Et à mon avis, sur les 700, il y en a pas mal qui vont acheter le bouquin en sortant. Donc je ne serais pas étonné qu'à la fin de ce week-end, il n'y ait plus de voix. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Donc... Et après... La boîte fait partie de l'ouvrage. Ah ben évidemment. Ça c'est aussi particulier, c'est que la boîte est un labyrinthe en creux, quoi. Donc c'est comme un cauchemar qui n'en finirait jamais, en fait. C'est la mise en abîme du labyrinthe, comme dans le film. Exactement. Il y a ce plan obsessionnel où on voit Nicholson se pencher au-dessus du labyrinthe, il voit les personnages. Donc là on est à la place, quand on ouvre la boîte, on est à la place de Jack Nicholson. Donc si on veut être Jack Nicholson, tout le monde veut être Jack Nicholson. Voilà.
vous achetez le livre et vous devenez Jack Nicholson. Exactement. S'il y a une question ou Vous avez l'autre. remis les feuilles dans le bon sens. Ouais, je peux faire confiance à Michael. Parce qu'il les a pris un peu. Non, non, Eh là là, rien non, n'est non, fait au non. hasard. Tout est méticulé et consciencieux. Et donc, comment ça s'est passé les idées, parce que là il y a énormément d'idées concentrées en une seule œuvre. Comment vous travaillez tous les deux? C'est-à-dire que on part d'un truc et on déroule, ou vous commencez déjà à faire concrètement des choses, à modéliser, comment ça se passe? Là déjà c'était quand, comme je racontais tout à l'heure, quand un jour il se trouvait qu'on était à Los Angeles avec Michael, et Leon Krisch habitant San Francisco. On s'est dit, on lui a fait signe et on s'est dit déjà il faut qu'on puisse se voir et qu'on puisse. On avait déjà commencé à réfléchir à cette idée de la scène qui manquait. Donc comme il y avait une scène qui manquait, on s'est dit le livre remplacera la scène manquante. Donc on lui avait évoqué cette idée et puis on s'était dit voilà, donc il y aura un scrapbook donc il nous avait parlé de ces images qu'il allait chercher à droite et à gauche. Et après, on savait qu'il avait de nombreux textes qu'il avait collectés. Et on s'est dit, à ce grand atlas, il faudra une boussole. Donc c'était ce qu'on s'était dit. Mais une fois qu'on a dit ça, ça c'était il y a 9 ans. Donc entre-temps, le temps a passé. Le scrapbook qui devait être épais comme ça et un peu plus petit, il a gonflé. La boîte a gonflé, tout a pris de l'ampleur et puis du coup c'est comme une maison, c'est qu'on rajoute une pièce et puis on rajoute une autre et puis donc du coup il faut faire un nouveau toit et puis il faut repenser aux arrivées d'eau, à l'électricité, donc c'est sans fin quoi. Voilà. Merci. Vous pensez faire un autre Kubrick Il y avait un moment, Docteur Folamour qui était en... Mais bon... Docteur Folamour et sa War Room. Ah, ouais, vous vous souvenez la fameuse War Room décidée par Ken Adam, et Ken Adam, il y a un livre de Ken Adam à la fin du mois chez Passion. Mais bon, voilà, c'est déjà... c'est pas... Combien de temps de travail ça? 8 ans. Alors c'est pas 8 ans tous les jours, mais c'est très fastidieux et c'est comme des paris impossibles. Et pour Leon Krisch, plus de 10 ans au fait, toute sa vie depuis qu'il a 8 ans. Mais il me semble que ces livres, vous avez fait aussi un Tati qui est là, il me semble que ça va particulièrement avec un cinéaste comme Kubrick ou comme Tati qui eux-mêmes font des films comme des mondes. Exactement. Ces livres marchent, et ça c'est très important de le dire, c'est que c'est vraiment des réalisateurs, chaque film est un monde, et après tous les mondes réunis fabriquent un univers, et c'était le cas chez Tati, où souvent Tati on le considère à tort comme un petit réalisateur, mais plus comme quelque chose un peu... un touche-à-tout. Oui, un touche-à-tout, et qu'on a du mal à réaliser combien... C'est un peu un Kubrick français, ou c'est un Kubrick français. Donc du coup, le livre de Tati, c'est en 5 volumes, et chacun des volumes est encore une fois une leçon de cinéma. Et ça, c'est l'édition, j'allais dire, bon marché, parce qu'il y avait une édition à l'origine qui retrouvait la Villa Harpel. Voilà. Alors pourquoi on avait reconstruit la Villa Harpel, ou pourquoi on proposait de reconstruire la Villa Harpel? Pas par fétichisme, et pas parce qu'on était fous des années 50, mais parce qu'on voulait démontrer ou faire la démonstration que justement Tati était un vrai réalisateur et que tout pour lui importait et tous les détails lui importaient. Donc c'était pour lui, quand il voulait tourner dans la Villa Harpel, c'était pas de tourner il voulait tourner dans un vrai décor. Donc du coup,
un vrai décor pour pouvoir avoir tous les plans qui étaient nécessaires à la construction de la narration de son film. Donc c'est pour ça que dans la première version, on a la villa pour justement avoir encore cette sensation, et c'est encore comme un masterclass de cinéma, c'est de se dire, voilà, quel cinéaste j'ai en face de moi et quelle est sa façon d'aborder la création cinématographique. Et les 5 livres ici qui ont été édités dans le sens américain du terme, c'est-à-dire dont la directrice d'ouvrage est Alison Castle, ils ont été pensés comme, chacun d'eux, comme une masterclass de cinéma à l'intérieur du cinéma de Jacques Tati. Peut-être que c'est ça qu'on pense à aller à côté. Oui. Ouais, allons à côté. Hein. Ouais. Ça va? Ouais, il y en a un. Donc allez, hop, mesdames, messieurs.